Madame, bonsoir. Monsieur, merci d'être avec nous. Bienvenue au journal Boutique Mort. Des commerçants chinois exerçant au Cameroun sont en colère. Leurs commerces sont fermés depuis hier. Les infortunés dénoncent les nombreux abus dont ils sont victimes au Cameroun. Richard Djemili, l'auteur du film 139, Les derniers prédateurs, reste porté disparu. L'étudiant de l'université de Yaoundé 1 a été enlevé par des inconnus samedi dernier dans la capitale politique du Cameroun. Et dans la seconde partie de ce journal consacré au débat avec un expert, nous questionnons le désormais statut du président déchu François Bozizé, annoncé en transit au Cameroun. Voilà pour les manchettes, les principales de ce 20h. Les détails, c'est dans un très court instant. Et en République centrafricaine, pour l'ouverture de ce journal, qui est Michel Djotodia, le nouvel homme fort de Bangui. Très peu connu du public, le bourreau du président déchu François Bozizé est un ancien diplomate. Le président autoproclamé s'est frotté à la rébellion armée du temps où il était consul de la République centrafricaine au Soudan. Voici le portrait du nouveau patron de la RCA, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Paré d'un treillis militaire, Michel Djotodia est désormais le nouvel homme fort de la Centrafrique. Chef de file de la rébellion CEK, Michel Djotodia a renversé le président François Bozizé au pouvoir depuis 2003. Suite aux accords de janvier 2013 à Libreville, il est nommé vice-premier ministre au sein du gouvernement d'union nationale le 2 février dernier. Le refus du président déchu François Bozizé d'appliquer entièrement les accords de Libreville pousse Michel Djotodia à passer à l'offensive après un ultimatum de 72 heures. Nous devons respecter. Passer 3 ans, organiser des élections libres et transparentes. Nous n'allons pas faire plus. Donc, dans 3 ans, vous organiserez des élections et remettrez le pouvoir. Tout à fait. Je n'ai pas dit que dans 3 ans, je remettrai le pouvoir. J'ai dit que d'ici 3 ans, nous allons organiser des élections libres et transparentes. Pendant 8 ans, il a été très actif parmi les principaux leaders de la rébellion en Centrafrique. Il avait auparavant tenté d'embrasser une carrière politique en se présentant sans succès aux élections législatives dans la préfecture de Vakaga. À la suite de cet échec, Michel Djotodia se lance en diplomatie, devenant le consul de RCA à Niala au Soudan, où il fait la connaissance des rebelles tchadiens et suit aujourd'hui leur exemple. En 2006, Michel Djotodia crée l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement, UFDR. Arrêté au Bénin puis réfugié au sud Darfour, il bénéficie d'importants soutiens, construisant l'armée qui l'a mené au pouvoir vendredi dernier sous le regard de plusieurs chefs d'État d'Afrique centrale. De nombreux spécialistes affirment que Michel Djotodia a eu le soutien financier et militaire du Tchad, dont serait originaire une bonne partie de ses troupes. Même si la communauté internationale, l'Union africaine et l'Afrique du Sud condamnent fermement son coup d'État, Michel Djotodia a déjà écrit une page de l'histoire de la Centrafrique. Il promet d'organiser l'élection présidentielle en 2016. L'avenir politique de cet homme de 64 ans se dessine en pointillé à la tête de la RCA, avec le gel annoncé des avoirs de certains de ses membres et son isolement sur la scène continentale et internationale. Michel Djotodia a donc pris le contrôle du pouvoir en République centrafricaine, contraignant ainsi son prédécesseur à la fuite. Le président déchu François Bozizé est annoncé depuis hier au Cameroun. Seulement, son statut divise des hommes de droit. Peut-il être considéré comme un réfugié politique? Des juristes sur la question s'opposent dans ce reportage signé Dallas Chana et Serge Alain Otto. Comme Ange Félix Patassé en 2003, François Bozizé, chef de l'État centrafricain pendant 10 ans, a lui aussi choisi de s'échouer au Cameroun, après le coup de force qu'il a renversé dimanche 24 mars. Pour Maître Célestin Kegoum, avocat au barreau du Cameroun, le statut de François Bozizé ne devrait pas faire débat. Sur le plan du droit international, M. François Bozizé, ex-chef d'État de la République centrafricaine, qui a été renversé par la junte actuellement au pouvoir, peut être considéré simplement comme un réfugié, c'est-à-dire quelqu'un qui, fuyant la guerre dans son pays, s'est retrouvé dans un pays étranger. Pour Maître Joseph-Claude Biliga, par contre, avocat lui aussi au barreau du Cameroun, le statut de réfugié s'obtient au terme d'un processus. Il ne suffit pas d'entrer dans un pays
qui n'est pas le vôtre pour devenir réfugié. Le réfugié a un statut qui est bien défini par le Haut Commissariat aux Nations Unies et par les règles internationales qui régissent ce genre de problème. En l'espace de 20 ans, le Cameroun a accueilli 3 chefs d'État déchus de la sous-région. Hissène Habré en 90, Ange Félix Patassé en 2003 et depuis quelques jours, François Bozizé. Si il reste au Cameroun, nous avons peur que ça ne puisse créer des problèmes avec les nouvelles autorités de leur pays. Donc c'est pour cette raison que, en leur accordant une hospitalité passagère, un transit, notre gouvernement pense qu'il faut que ces personnes s'éloignent. S'appuyant sur sa philosophie diplomatique, essentiellement guidée par la non-ingérence dans les affaires des pays amis. Je ne pense pas qu'il serait prudent pour le Cameroun, vu des rapports que nous entretenons avec la RCA, de le garder ici comme un réfugié à titre permanent. Non, ce serait un peu maladroit. Cela pourrait d'ailleurs contrarier nos relations diplomatiques, les relations diplomatiques entre les deux pays. Le Cameroun, pays de transit pour 3 chefs d'État déchus, mais le cas le plus patent reste celui de François Bozizé. Après avoir tué Ange Félix Patassé par l'épée en mars 2003, il vient lui aussi de périr par l'épée, cette fois de Michel Djotodia. Voilà davantage de précisions dans la seconde partie de ce journal consacré au débat, mais en attendant, pour boucler le registre consacré à la RCA, notons que la crise en République centrafricaine paralyse manifestement l'activité des transporteurs qui effectuent le trajet Douala-Bangui en Centrafrique. Le manque à gagner est important, affirment ainsi ces transporteurs. Nos reporters sont allés à la rencontre des principaux acteurs au lieu dit Kanyassa, c'est dans l'arrondissement de Douala 3e au Cameroun, Emmanuel Tibui et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Nous sommes ici au lieu du Kanyassa, dans l'arrondissement de Douala 3e. Ces transporteurs qui discutent effectuent particulièrement le trajet Douala-Bangui. Une cinquantaine de camions quittent ce lieu chaque jour pour se lancer dans la course vers la République centrafricaine. Mais depuis la chute de François Bozizé le week-end dernier, impossible de traverser la frontière via Garoua-Boulaye à l'est du Cameroun. Depuis samedi là, si le camion quitte ici, ça peut stationner direct au niveau des frontières, au côté Cameroun ici. Donc il ne peut pas traverser de l'autre côté. Donc là, tous les camions sont stationnés toujours au niveau de Garoua-Boulaye. Guy Thierry Zanga connaît bien le trajet Douala-Bangui. Il s'apprêtait d'ailleurs à quitter la capitale centrafricaine lorsque le climat s'est alourdi dans son pays. Et sur le coup, il a embarqué sa famille dans son camion. On est parti charger le coton à Bossangwa, on est sorti, on a garé le camion à Bossembele, on est revenu à Bangui prendre les dossiers et tout, les bordereaux du chargement et l'argent de route. On est quitté. C'est quand on arrivait à la frontière, à la traversée, qu'ils étaient en train d'entrer à Bangui. Tous nos collègues qui ont pu traverser la frontière le jour qu'eux ils entraient à Bangui étaient obligés de faire demi-tour et venir garer au parc de Garamboulaye. Énormément un manque à gagner, à la fois pour les Centrafricains et à la fois pour le Cameroun. Parce que vous voyez ici au parc, pour le moment, tous les camions sont vides, il n'y a pas de mouvement, tout est bloqué. Ceux qui peuvent se protéger peuvent rester sur place. Nous qui avons les moyens de se déplacer, on a préféré se déplacer. Pidomou Priva, centrafricain, conducteur de camion lui aussi, était à Douala au moment où la chute de François Bozizé s'est produite. Depuis, les nouvelles de sa famille lui parviennent uniquement au téléphone. Je crois qu'ils sont déjà pris les pays. J'ai appelé ma femme que, attendant d'abord les éditions, d'abord les rebelles pour entrer au quartier. Ils ne sont pas mes enfants. Restez tranquilles dans la maison. La situation actuelle en République centrafricaine paralyse donc l'activité de ces hommes qui vivent essentiellement du salaire de leur trajet. Et comme annoncé en titre, ce mardi, c'est le deuxième jour de débrayage chez des commerçants chinois exerçant au Cameroun. Leurs boutiques sont restées fermées au public au lieu dit douche municipale dans la ville de Douala. Les infortunés restent silencieux au moment où des spéculations divisent l'opinion sur cette grève. Dalastana et Etienne Pascal Azegue. C'est une ambiance peu ordinaire qui règne au lieu dit douche municipale à Douala en cette matinée ensoleillée. Dans ce haut lieu de business du quartier Aqua, tous les magasins et boutiques chinois font profil bas. Les ressortissants de l'Empire du Milieu maintiennent leur mot d'ordre de grève. L'autre mot d'ordre des commerçants chinois semble être motus et bouche cousue à la presse. On n'est pas balé. Mais tu parlais déjà, tu dis au moins quelque chose. Vous allez ouvrir les boutiques entre vous. Vous ne connaissez pas?
Aucune langue ne souhaite se délier pour en savoir un peu plus sur la durée de ces débrayages. Les avis sont par contre partagés ici entre commerçants et clients non chinois. Il y a tout d'abord ceux qui disent se frotter les mains depuis l'absence de la concurrence chinoise sur le marché. Nous, on n'a pas de problème. S'ils veulent, ils n'ont qu'à fermer pendant 1 an. Nous, on a un stock disponible, on va vendre. Il y a les Chinois détaillants, les Chinois grossistes. Quand ils sont détaillants, ils bloquent le marché dehors. Déjà, quand ils ferment comme ça, nous, on a la possibilité d'enlever, de diminuer certains stocks dans les magasins. Des arguments qui trouvent du répondant auprès de ceux qui pensent être victimes de cette fermeture des boutiques chinoises. On n'a plus de clients, ils sont partis avec le marché. C'est eux qui nous ravitaillent. Nous ne sommes plus ravitaillés. Et il faut qu'on résolve les problèmes. Ils élèvent les prix parce que les Chinois ont fermé. Donc ils ajoutent, c'est un peu plus cher que quand les Chinois sont... Par exemple, ce que tu as emballé, on t'a dit que c'est combien? Ah mais c'est 2500. Oui. Alors que d'habitude on pense à 1500. L'information glanée à bonne source fait état de ce que ces commerces chinois devraient rester fermés jusqu'à la fin de la semaine. Les grévistes disent s'insurger contre les agressions et meurtres dont ils sont victimes au Cameroun. Un combat qui semble laisser indifférents les autres ressortissants du continent asiatique. Chez les voisins d'en face, le business tourne en plein temps. Comme quoi, il n'y a pas de sentiment en affaires. À quelque chose malheureusement a-t-on coutume de dire. Notons néanmoins que des commerçants chinois restent en colère. Leurs boutiques sont restées fermées également hier à Yaoundé. Ils ont investi leur ambassade dans la capitale politique du Cameroun pour manifester leur mécontentement et attirer également l'attention du gouvernement camerounais et de leurs représentants diplomatiques. À Yaoundé justement, les infortunés se plaignent du mauvais traitement qu'ils disent subir au Cameroun. Ils dénoncent par ailleurs l'insécurité et l'arnaque dans leur pays d'accueil, le Cameroun. Le Cameroun, justement, où les délestages sont légion, les populations de Dagobert et Béatitude, ces deux quartiers de la ville de Yaoundé 7e, Broye du Noir, les délestages y ont fait leur lit. Les habitants, manifestement, ne savent plus à quel saint se vouer. Reportage de Yannick Mbazoua. Que ce soit à Dagobert ou à Béatitude, deux quartiers de l'arrondissement de Yaoundé 7, département du Fundi, le courant nous dérange ici de temps en temps. Et il y a même des fois que le courant se coupe, même 10 fois par nuit. On ne passe pas une journée sans qu'il y ait coupure, soit très tôt le matin, soit tardivement. L'insécurité même déjà là. Parce que vivre dans le noir, vraiment, c'est autre chose. Les coupures intempestives du courant électrique se sont faites maîtresses. Le lot de conséquences négatives est loin d'être exhaustif. Il y a les devoirs que le professeur donne, corriger au lendemain. Mais quand j'arrive à l'école, le professeur il demande pourquoi je n'ai pas fait le devoir. Quand il dit qu'il n'y avait pas le courant, lui n'entend pas ça, me met dehors. Ça a même déjà gâté ma télé jusqu'à 3 fois. Je ne fais que réparer. Maintes fois, ça a gâté les appareils, maintes fois, et ça donne mal aux yeux aux enfants. Si vous me passez par exemple la commande d'un cercueil et que je ne peux pas vous livrer au délai parce que le courant s'est coupé, je suis entraîné peut-être dans les postes de gendarmerie et de commissariat pour malhonnêteté, alors que je ne suis pas malhonnête. Face à ce problème, certaines populations ne voient plus l'utilité du courant électrique. Moi, je pense que si la SONEL ne veut plus vraiment nous donner le courant, nous, on a levé le fil, on continue à étudier comme nos parents, nos ancêtres étudiaient avec la tempête et la sonde. D'autres, par contre, demandent au gouvernement de frapper le poing sur la... Que Paul Biya et ses ministres essaient de revoir la situation avec ASNL, parce qu'en réalité, on devrait reprendre l'autonomie de notre affaire comme on avait auparavant. La situation est critique et mérite une intervention d'urgence. Alors qu'on se croyait au bout du tunnel, avec ces plaintes des populations, on se rend compte que l'Eldorado énergétique est encore à milieu des ménages. Et ces deux autres faits de société dans la capitale économique du Cameroun. D'abord, cet incendie qui s'est produit hier au quartier d'Aïdo, c'est dans la ville de Douala, où 2 chambres ont été entièrement consumées par des flammes et un bus de transport qui percute le mur d'un domicile. C'est toujours dans la ville de Douala. Le récit des faits, c'est avec Viviane Kamwa. Un toit qui vole en éclats sous la furie des flammes. Des murs noircis par la fumée. C'est le résultat d'un incendie qui a ravagé 2 chambres au quartier d'Aïdo. Tout a brûlé, à l'exception de cette vaisselle qui a pu être sauvée de justesse.
Si l'origine de l'incendie reste inconnue, les supputations vont bon train. Moi, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Moi, je me lève le matin à 9h pour mon travail. C'est après que la bailleresse m'appelle pour me faire comprendre qu'il y a l'incendie et que le feu vient de ma maison. Je ne comprends pas comment une maison, je me lève le matin, je débranche tout. La seule chose que je laisse brancher, c'est mon frigo, que je laisse brancher. Tout à l'heure, mon petit frère, je l'ai envoyé prendre un document chez moi. Il arrive prendre le document, il me fait comprendre qu'en sortant, il n'y avait pas de lumière dans la concession, mais à côté, il y avait de la lumière. Bon, je ne sais pas donc si la lumière en venant a causé un court-circuit, je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas réellement ce qui se passe. Tant seulement chacun dit de son côté, les locataires viennent brûler la maison, du bailleur et tout. Moi, je ne sais pas si un locataire ferme sa maison, pas au travail, chercher l'argent pour permettre à payer la maison et l'incendie arrive. Je pense même que c'est qui a lui à faire, c'est d'appeler d'abord pour dire comme ça, comme ça, comme ça. Armés de seaux, les riverains n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte pour maîtriser le feu. Pas de pertes en vies humaines, mais de nombreux dégâts matériels enregistrés. Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre. Toujours à Deido, c'est un bus de l'agence Pélican Express qui a vu ses pare-chocs broyés, ses vitres brisées à la suite d'un choc contre ce mur entièrement détruit. Selon nos sources, ce bus qui avait à son bord des passagers allait à vive allure lorsqu'il a fini sa course folle dans ce domicile où le propriétaire vient d'engager des travaux de réfection. Ces mêmes sources rapportent que le sommeil est à l'origine de cet incident. Fort heureusement, aucune perte en vies humaines n'est à déplorer. Incendie à Bafang, nous sommes dans la région de l'ouest du Cameroun. Le contenu d'une maison est parti en fumée. La cause de cet incendie survenu il y a quelques jours reste inconnue à Ndingagnon et Julingue. Des flammes à ne plus en finir, dévastant tout sur leur passage, c'est la triste image qui restera gravée dans la mémoire de ces enfants. Ces derniers viennent de frôler le pire alors qu'ils visionnaient dans l'une des pièces de la maison. La scène se passe non loin de la chefferie de Bafang. On a fini de laver les assiettes. On était dans la télé en train de voir la télé. J'étais parti prendre mon habit. Maintenant, j'ai vu le feu dans la chambre. J'ai crié, mais sans sortir. Avant le feu venait à brûler l'enfant. Face à la puissance des flammes, des équipes s'organisent pour tenter d'empêcher leur propagation. Au bout de quelques heures, elles parviennent à le maîtriser, même s'il ne reste plus rien de la maison d'habitation. Véritable catastrophe pour les proches des victimes. Vraiment, c'est une catastrophe. Voilà mon frère, il vient de devenir. C'est seulement la vie qu'il a suivi, plus sa cas d'entrée, sans compter les enfants. Vous voyez, vous-même, ce que sera le diplôme des enfants, l'acte des enfants. Il va encore recommencer sa vie à zéro. Les causes de l'incendie restent inconnues. De nombreux dégâts matériels sont à déplorer, aucune perte en vies humaines. Maintenant, dans le septentrion camerounais, le maillot Zoleri fait encore parler de lui. Ce cours d'eau en plein cœur de la ville de Maroua, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, représente un danger pour les populations. Il y a quelques jours, un homme s'y est noyé. Il a fallu l'intervention d'un marabout pour retrouver le corps. Amadou Daïro et Sandrine Babo. Un nouveau cadavre repêché des eaux du maillot Zouliré à Maroua. Le jeune Moubarak, âgé de 22 ans, s'est noyé dans ce marigot alors qu'il lavait les chevaux de ses parents en compagnie de ses camarades. Informés de sa disparition, les proches de la victime ainsi que les populations vont se rendre au lieu du drame pour tenter de le secourir. À leur grande surprise, la victime avait disparu dans l'eau. Il est venu avec un cheval au maillot, il a bien lavé, il a ramené ça à la maison. Bon, le deuxième cheval qu'il est venu avec, bon, ça lui a fait un genre, il est tombé dans l'eau. Il a cherché les gens pour lui dire sortir.
Le Corps national des sapeurs-pompiers, alerté de la situation, va se mettre à sa recherche en vain. La famille désemparée va faire appel à un marabout du coin qui, lui, va ordonner le sacrifice de moutons. Quelque temps après, le corps inerte de Moubarak va remonter à la surface de l'eau. Il sera conduit aux urgences de l'hôpital central de Maroua où le décès a été constaté. En 4 ans déjà, 13 personnes ont disparu dans les eaux du Mayo Zouliré, situé en plein cœur de la ville de Maroua. Pour les habitants, ce marigot qui ne tarit jamais représente un réel danger pour leur vie. Et comme annoncé en titre, Dimeli Richard reste introuvable. Cet étudiant de l'université de Yaoundé 1 a été enlevé dans la nuit de samedi à dimanche dernier par des inconnus. Le disparu est l'auteur d'un film intitulé 139, Les derniers prédateurs. Les détails dans ce reportage signé Marcelin Gansop. La mini-cité Belvédère à Bonamoussadi n'en revient pas toujours. Un de ses occupants demeure introuvable 48 heures après sa disparition. Njimeli Fofier Richard a été enlevé dans sa chambre par des inconnus dans la nuit de samedi à dimanche. On s'est levé pour aller jouer comme d'habitude, comme chaque dimanche. Et lorsqu'on est venu toquer aux différentes portes, on a constaté que sa porte était ouverte. Ses affaires étaient retournées, la chambre était comme fouillée. Tout était bouleversé. Juste après, on a essayé de l'appeler. Ça ne passait pas. Donc, comme il avait reçu des menaces de mort précédemment, son grand frère étant venu nous a montré le tout dernier message qu'ils ont reçu cette nuit-là à 23h, qui disait que ses amis de la DEC et les amis de Pinjaoué assisteront à ses obsèques. Les mobiles de cet enlèvement demeurent inconnus. Mais les camarades avec lesquels il a tourné un film croient savoir que c'est ce film qui dérange. 139, Les derniers prédateurs, en est le titre. La dernière projection a eu lieu le 17 mars dernier à l'Institut français de Yaoundé. Et depuis lors, les malheurs de son réalisateur ont commencé. C'est d'abord une fiction, et c'est une investigation journalistique dans un pays appelé le Chimpanse, où des journalistes arrivent et veulent savoir pourquoi l'excellentissime, le grand Papandème fait 139 ans au pouvoir. Je ne voudrais pas qu'on incrimine qui que ce soit. Ce film a eu le visa du ministère de la Culture et qu'on laisse cette femme faire son travail. Le film en lui-même ne retrace rien, n'a pas de complot, parce que depuis on nous parle d'un complot pour démanteler le pouvoir, pour déstabiliser le pays. En réalité, il s'agit de quelle déstabilisation quand on parle d'un film? Nous avons porté plainte pour attentat contre la vie de Richard et de sa disparition. Et en plus de quoi, nous avons aussi porté plainte collectivement, nous les acteurs qui avons joué dans ce film, parce que nous aussi, nous recevons les mêmes messages que de Dimeli. Alors qu'on est sans nouvelles de Njimeli Fofier Richard, sa chambre, quant à elle, a été scellée par la police judiciaire depuis dimanche. Ses voisins et camarades vivent dans la peur, tout comme les acteurs qui ont joué dans le film. Gestion publique pour refermer la première partie de ce journal pour éviter les fautes de gestion liées à leurs fonctions. Les comptables publics des départements du Mungo et du Nkam s'approprient la nomenclature 2013 du régime financier de l'État du Cameroun. C'était à la faveur d'un séminaire organisé dans la ville de Nkonsamba, Sandrine Babo et Cyril Diemba. Jusqu'ici, beaucoup de points de divergence au niveau de la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes caractérisaient la trésorerie générale. Les difficultés réelles au niveau de la gestion des postes comptables des collectivités territoriales résident essentiellement en la difficile traçabilité des recettes qui sont recouvrées par les services fiscaux de l'État. Vous savez bien que toute la réforme qui a été élaborée pour accompagner la décentralisation a permis que les services fiscaux de l'État procèdent au recouvrement d'un certain type d'impôts au bénéfice des collectivités. Les comptables publics de la trésorerie générale des départements du Mungo et du Nkam s'initient donc à la nomenclature 2013 des comptes du Trésor. Avec l'avènement du budget programme, nous avons 5 positions qui s'ajoutent aux anciens comptes par rapport aux anciens exercices budgétaires. Pour les comptables, il s'agit d'exécuter avec l'ensemble des pièces
ces nouveaux comptes. La dite inscription répertorie l'ensemble des comptes qui vont être utilisés par le Trésor au cours de l'exercice budgétaire. Le séminaire visait à expliquer aux comptables publics les nouveautés, les changements d'habilitation des comptes ouverts pour l'année budgétaire 2013. Nous sommes là pour sensibiliser les collaborateurs qui essayent les produits de comptabilité qui sont fidèles, exhaustifs et transparents. 6 modules ont orienté les échanges, les innovations de la loi des finances, les innovations de la nomenclature des comptes du Trésor, le suivi du rendement de la fiscalité locale, entre autres. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite maintenant à nous retrouver dans la seconde manche consacrée au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Nous revenons ce soir sur la situation en République centrafricaine avec cette question depuis l'annonce de la présence du président déchu François Bozizé en transit au Cameroun. Quel est son statut? Est-ce que sa présence au Cameroun menace-t-elle l'image du pays? Y a-t-il un risque? Pour en parler ce soir, nous recevons sur ce plateau Maître Célestin Kengoum. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mara. Vous êtes avocat, mais aussi expert en relations internationales. Merci d'avoir accepté ce plateau. Alors, Bozizé au Cameroun, est-il du devoir ou alors de l'obligation du Cameroun de l'accueillir? Déjà, il faut essayer de définir ce qu'on entend par devoir et obligation. Le devoir, c'est une exigence d'essence morale. Tout à fait. Alors que l'obligation, c'est une exigence légale, oui, appel à une sanction. Alors, dans le cas d'espèce, je pourrais dire que c'est un devoir pour l'État du Cameroun de recevoir un chef d'État déchu, un chef d'État qui fuyait son pays à la suite du renversement de son régime. Cela veut dire que le Cameroun aurait pu, dans une certaine mesure, ne pas le recevoir. Oui, le Cameroun avait le droit sans qu'il y ait une sanction à non, cela. il n'y a pas de sanction, par rapport à une telle situation. Mais sinon, le droit international humanitaire impose que lorsque vous recevez des réfugiés, des personnes en détresse, vous devez les accueillir. C'est une forme, on pourrait même dire que c'est un droit naturel. Alors, mais maintenant que vous parlez de réfugiés, est-ce qu'à ce niveau, jusqu'ici, il a ce statut de réfugié? Oui, on a automatiquement le statut de réfugié lorsque on se retrouve dans un pays étranger à la suite d'un conflit armé ou d'une catastrophe qui surgit dans son pays d'origine et de résidence. Parce qu'un pays d'origine peut avoir une crise, mais vous n'y vivez pas. Donc, dans le cas d'espèce, la Centrafrique, il y a eu un putsch militaire, il y a la junte qui a pris le pouvoir, qui est au pouvoir, et le chef de l'État, M. François Bozizé, a trouvé refuge au Cameroun. Donc, il est du devoir du Cameroun. Est-ce que ce statut de réfugié est-il automatique? Est-ce qu'il ne s'obtient pas à l'observation d'un certain nombre de critères, c'est-à-dire des critères formels que la loi aurait pu définir? Oui, là, je pense que vous voulez parler du statut de réfugié politique. Tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, il faut ajouter le qualificatif politique. Sans ce qualificatif, la donne change. La donne change, exactement. Parce qu'un réfugié, c'est toute personne en détresse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout de suite là. Mais le réfugié politique, c'est quelqu'un qui a choisi de s'installer durablement dans un autre pays et qui demande à bénéficier de ce statut. Parce qu'il y a des privilèges qui sont attachés au statut de réfugié politique. Il y a aussi des contraintes légales. Par exemple, lorsque vous êtes réfugié politique, vous devez vous abstenir de poser des actes politiques dans le pays d'accueil. Donc, vous ne pouvez pas tenir certains types de propos à connotation politique ou même susceptibles de porter atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de votre pays d'origine. Dites-moi, quel est le statut véritablement que le président déchu François Bozizé pourrait-il se prévaloir? Celui de réfugié simple ou alors de réfugié politique? Mais écoutez, il a le choix. Il peut décider de s'installer, il peut choisir de vouloir s'installer au Cameroun, mais lorsqu'on lit attentivement le communiqué
de M. le ministre premier secrétaire général à la présidence de la République. M. Bozizé est là pour un temps, il est en transit. Il choisira un pays où il ira s'installer. Et ce pays également est libre de l'accueillir ou pas. Et dans ce pays d'accueil, il peut choisir d'y vivre de manière permanente, comme tout étranger. Et il peut choisir de bénéficier du statut de réfugié politique. Donc c'est un statut qu'on choisit de demander. Vous avez cette option. Alors, pour le cas d'espèce, est-ce qu'il y a une norme qui détermine le temps en l'espace duquel il passerait son séjour dans un pays comme le Cameroun, le pays qu'il a sollicité? Y a-t-il une norme ou alors c'est tout simplement les usages? Non, il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de norme. Je pense que tout est laissé à l'appréciation souveraine de l'État d'accueil. Et tout dépend aussi d'un certain nombre de circonstances. Convenez avec moi qu'un chef d'État a renversé, fuyant avec toute sa famille et ses fidèles et ses proches, ne sera pas traité de la même manière qu'un homme qui s'est retrouvé tout seul. Parce que la mobilité d'un homme seul est beaucoup plus facile. Par contre, lorsqu'on est en groupe, il y a des enfants qui doivent aller à l'école, il y a des personnes qui doivent être logées. Ce n'est pas facile de choisir une destination et s'y rendre et s'y installer. Donc il y a un certain nombre d'aménagements qu'on peut mettre en place. S'il choisit d'aller dans un pays ami, où le régime est proche de lui, il faudra bien qu'on aménage un cadre d'habitation digne de son statut, parce que tout de même, c'est un ancien chef d'État, donc il bénéficie des privilèges d'un ancien chef d'État, d'où le traitement de faveur auquel il mérite dans le pays qui pourrait l'accueillir dans le futur. Comme il est en transit au Cameroun, selon l'annonce faite par le gouvernement camerounais, à quel type de bénéfice peut-il accéder? Non, le premier bénéfice, c'est déjà sa garde rapprochée. Le Cameroun là, c'est quasiment une obligation. Cela relève du droit coutumier. Ce n'est pas codifié, mais ça relève du droit coutumier. Le Cameroun doit assurer la garde rapprochée du président Bozizé et de ceux qui l'accompagnent. Ça, c'est la première exigence. Et la deuxième exigence, et c'est un minimum d'ailleurs, le Cameroun devrait le loger, lui et sa suite. On dit souvent dans la limite des possibilités du pays d'accueil ou de transit. En l'espèce, nous sommes dans un pays de transit pour M. François Bozizé. Alors, bon, maintenant pour évoluer un peu dans ce débat, est-ce que vous pensez que la présence de François Bozizé au Cameroun est un risque pour le pays? Non. Comme le pensent certains observateurs. Non, je ne le pense pas. Je pense que le chef de la junte au pouvoir en RCA ne voit pas véritablement d'un mauvais œil cet accueil. Vous comprenez, la situation en Centrafrique est une situation extrêmement complexe où beaucoup de gens ne veulent pas voir la réalité en face. Depuis les fameux plans d'ajustement structurel qui ont affaibli les États au sud du Sahara, les États d'Afrique au sud du Sahara, beaucoup d'États n'ont plus de souveraineté que de nom. Donc la souveraineté nationale apparaît aujourd'hui comme une fiction. Donc lorsque vous voyez, vous analysez même les conditions dans lesquelles Bozizé est arrivé au pouvoir, les fonctionnaires accumulaient plus de 10 mois d'arriérés de salaire. Quand il est arrivé en Centrafrique en 2003, il est apparu comme un sauveur, un messie. Aujourd'hui, c'est lui qui arrive à un autre agenda, il a un autre programme. Il vous a dit qu'il n'est pas évident qu'il remettra le pouvoir en 3 ans. Donc c'est une situation complexe, ce n'est pas une rivalité entre les hommes. Je peux vous dire que c'est une rivalité entre les multinationales. Voilà le véritable problème de la Centrafrique. Alors, ce sont les multinationales qui tirent les ficelles de toute cette situation de déstabilisation et d'instabilisation de ce pays. Cela me pousse véritablement à vous poser la question de savoir est-ce que vous comprenez tout de même la position de la France et même des Nations Unies par rapport à ce coup de force. Est-ce que cette position vous paraît aujourd'hui sans équivoque? Avant de revenir sur la position de ces puissances que vous venez de nommer, je dirais que l'actuel chef de la junte pourrait également suivre le même corridor dans le futur. C'est pour ça qu'il ne fera pas grief au Cameroun de recevoir son prédécesseur. Donc, ceci dit, par rapport aux puissances occidentales, par rapport à leur position,
quant à la situation qui a prévalu ou qui prévaut en République centrafricaine. Je pense que chacun a sa lecture de la situation. La Centrafrique n'est pas véritablement un objet... Parce qu'on a constaté que l'Union africaine a fermement condamné ce coup de force, mais la France et les Nations unies se sont attelées à demander au nouvel homme fort de Bangui de rester dans l'esprit des accords de Libreville. Oui, par rapport à la condamnation de ce putsch par l'Union africaine, je pourrais dire que c'est une condamnation de principe. Elle ne devrait pas faire long feu, parce que l'Union africaine sera rattrapée par les réalités. Comme je vous le dis, c'est un État qui vit une situation extrêmement complexe. Par rapport aux puissances, la France, la Grande-Bretagne, même les États-Unis, ce sont des États qui ont vu venir. Imaginez-vous bien qu'un État qui est limitrophe à des pays sensibles comme le Tchad, le Soudan, la République démocratique du Congo, la République du Congo et le Cameroun, une situation comme celle-là ne peut pas germer en une journée. C'est une affaire qui a duré. Ils savaient où cette situation allait conduire, allait aboutir. Donc je dirais qu'ils ont leur calendrier, ils ont leurs intérêts ne sont pas menacés. Peut-être bien au contraire, peut-être que les intérêts seront mieux sécurisés. Mais sinon, la politique de ces grandes puissances obéit à la règle du profit, à la règle de l'intérêt de l'heure. Quand je parle de l'heure, ce sont les multinationales, les différentes multinationales. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, ce sont les multinationales qui sont à l'origine de la plupart de ces conflits. Et vous savez que ce sont ces multinationales qui payent des impôts colossaux dans leur propre pays. Et quand vous visitez des pays comme la Belgique, c'est beaucoup de pays qui ont un passé colonial. C'est la colonisation qui servait un peu de nerf de guerre, qui servait un peu de sève et de sémence à l'éclosion et au développement de leur pays. Donc ces pays ne peuvent que protéger la multinationale. Et vous avez vu, à un moment, Bozizé a commencé à s'ouvrir vers l'Europe de l'Est et aussi vers l'Asie. Et ce n'était pas vu d'un bon œil. Donc il y a un conflit d'intérêts, il y a des alliances politiques qui en fait se jouent sous fond d'intérêts économiques. Donc, est-ce qu'il est envisageable que Michel Djotodia ne reste pas dans l'esprit des accords de Libreville? Non, les accords de Libreville n'ont plus véritablement des raisons d'être, puisque l'obstacle et le verrou, c'était M. Bozizé. Étant parti, les accords en réalité n'ont plus véritablement des raisons d'être. Mais je pense aujourd'hui... Ils vont être réputés caducs. Oui, ce sont des accords qui seront caducs. Je pense qu'aujourd'hui, s'il faut reconduire, il faut parler encore de nouveau pour parler, c'est entre cette junte et les autres groupes armés, parce qu'il faut aussi le dire qu'il y a d'autres groupes armés, même s'ils sont assez minoritaires, qui écument la région. Il faut aussi tenir compte des forces politiques en présence, des partis politiques qui ont animé et rythmé la vie politique centrafricaine. Donc, M. Michel Djotodia passera certainement des alliances avec ces différentes factions, sans toutefois avoir besoin de recourir à la communauté internationale ou aux pays voisins. Mais néanmoins, à l'Union africaine, avec la condamnation de l'Union africaine, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'isolement sur le plan continental? Non, je ne le pense pas. Je vous ai dit que c'est une condamnation de principe. Il est vrai que nous remarquons que pendant que les autres pays accèdent à un niveau de vie assez très élevé de leur population, nous en soyons toujours à ces coups d'État. Au lieu qu'il y ait démocratie des régimes, il y a plutôt une forme de démocratisation des coups d'État. Ça devient une voie naturelle d'accès au pouvoir. Donc nous nous habituons un peu à ça. En Centrafrique. Pas seulement en Centrafrique. C'est une tradition. Ça devient une tradition beaucoup plus au sud du Sahara. Je pense que d'autres chefs d'État devraient tirer des leçons de cette situation. Il faut comprendre que l'Union africaine n'a pas fondamentalement intérêt à fragiliser davantage la Centrafrique. Donc, à la suite de ce putsch et de la mise en place des institutions,
parce que, rappelons-le, la Constitution a été suspendue. Et lorsqu'il y aura une alliance avec les différents groupes armés, avec les forces politiques de la société, et la société civile centrafricaine qui est très active, il faut le souligner. Et je pense que lorsque la situation reviendra à la normale, c'est tout naturellement que les dirigeants actuels ou futurs, parce qu'on peut avoir une autre recomposition du schéma politique de ce pays, alors je pense que l'Union africaine acceptera, les recevra. Alors, mais est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui secourable que l'on s'activera beaucoup plus à installer, à rompre avec cette tradition observée en Centrafrique, cette tradition de coup de force pour accéder au pouvoir, pour une ère de démocratisation véritable? Je vous ai parlé tout à l'heure des multinationales. Le problème, c'est que la Centrafrique est un pays extrêmement riche. C'est un pays extrêmement riche. Toute la zone nord de la Centrafrique est inondée de pétrole. Malheureusement, depuis la période coloniale, tout le développement s'est concentré dans la ville de Bangui. Après Bangui, il n'y a quasiment plus rien en Centrafrique. Les infrastructures n'existent pas. Les populations civiles sont livrées à elles-mêmes. C'est une forme de no man's land inquiétant. Donc, d'une manière générale, c'est un pays qui a été, les populations civiles ont été délaissées pour compte. Les infrastructures n'existent pas. Il faudrait reconstruire tout ça. C'est un travail de longue haleine. Mais aujourd'hui, est-ce que ce pays a les moyens de sa politique? Voilà toute la problématique qui va financer le plan de développement de ce pays. Et du coup, vous comprenez pourquoi les chefs d'État de ces différents pays sont obligés de recourir à des emprunts souvent cachés, à des emprunts auprès des multinationales à qui ils cèdent quasiment leur souveraineté. Et la conclusion, c'est que quand ces multinationales se sentent menacées, ils constituent un groupe armé qu'ils arment et on vous renverse. Merci, Maître Célestin Kengoum. Merci d'avoir accepté ce plateau. Vous êtes avocat et internationaliste. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.